Bonjour à tous. Aujourd'hui, on s'attaque à un gros morceau, l'item 115, les toxidermies. L'objectif, c'est de décortiquer tout ça pour que ce soit limpide pour les EDN. Alors, voilà le programme. On va commencer par les bases, les définitions et les mécanismes. Ensuite, on verra comment reconnaître les urgences vitales, un point crucial. On parlera de l'urticaire et de l'angioedème, puis des autres formes cliniques. Après, une partie méthodologique super importante, l'imputabilité, et on terminera par une synthèse avec les points clés à retenir pour l'EDN. Allez, on y va. Première section, on pose les bases, définitions et mécanismes clés. Alors, une toxidermie, c'est quoi exactement ? La définition est hyper précise et chaque mot compte. C'est un effet cutané secondaire d'un médicament administré par voie interne, c'est-à-dire par voie générale, systémique, et surtout à dose thérapeutique. Ce point est capital parce que ça veut dire qu'on exclut tout ce qui est surdosage et aussi des réactions purement locales, comme une dermite de contact à une pommade par exemple. C'est vraiment la base de tout. Quelques chiffres pour se mettre dans le bain, on estime que ça arrive dans 1 à 3% des prescriptions, ce qui n'est pas rien. La forme qu'on rencontre le plus souvent, et de loin, c'est l'exanthème maculo-papuleux, entre 40 et 60% des cas. Ensuite, on a l'urticaire. Ce qui est rassurant, c'est que dans plus de 90% des cas, c'est bénin. Les formes vraiment graves, heureusement, sont très rares, mais c'est justement celle-là qu'il ne faut pas rater. Ok, mais alors, comment ça se produit, une toxidermie ? Pour comprendre, il faut retenir une grande distinction, une dichotomie fondamentale. Il y a les mécanismes non immunologiques et les mécanismes immunologiques, qu'on appelle aussi immunoallergiques. Ce tableau, il est vraiment au cœur du sujet. Il faut bien le comprendre. D'un côté, le non-immunologique. C'est un effet pharmacodynamique, c'est fréquent, c'est dose-dépendant et c'est prévisible. On s'y attend plus ou moins. De l'autre côté, l'immunologique, l'allergie. C'est rare, ce n'est pas dose-dépendant et c'est surtout totalement imprévisible. Le délai est aussi un critère majeur. Une allergie vraie demande un temps de sensibilisation, donc elle n'apparaît pas au premier contact, mais après plusieurs jours ou semaines. C'est cette logique qui va nous guider. Pour les mécanismes non immunos, c'est assez simple à comprendre. C'est soit une conséquence directe de l'action du médicament, l'exemple type c'est la xérose, la peau sèche, avec les rétinoïdes. C'est attendu. Soit c'est un effet latéral qui n'est pas l'effet principal recherché, comme l'alopécie avec les chimiothérapies ou la pigmentation avec l'hydroxychloroquine. Dans les deux cas, c'est prévisible, c'est lié à la pharmacologie du produit. Maintenant, si on zoome sur les réactions immunologiques, les vraies allergies, là encore on a deux grands types. D'abord, l'hypersensibilité immédiate, IgE médiée. Ça arrive très vite, de quelques minutes à quelques heures. C'est le mécanisme de l'urticaire, de l'angioedème et dans les cas les plus graves du choc anaphylactique. Et puis, il y a l'hypersensibilité retardée qui est médiée par les lymphocytes. Comme son nom l'indique, elle est retardée. Ça prend des jours, voire des semaines. C'est de loin la plus fréquente et ça va de l'exanthème maculo-papuleux tout simple jusqu'aux formes les plus dramatiques comme le Stevens-Johnson ou le Lyell. Bon, maintenant qu'on a posé les bases, on passe à ce qu'il y a de plus important, ce qu'il ne faut absolument jamais rater, les urgences vitales. Là, c'est vraiment la zone rouge. L'urgence numéro 1 la plus redoutable, c'est la nécrolyse épidermique toxique ou NET. En fait, c'est un spectre qui inclut le syndrome de Stevens-Johnson, le SJS et le syndrome de Lyell. La différence entre les deux, c'est un critère de surface corporelle décollée, et ça, c'est à savoir par cœur. En dessous de 10%, c'est un SJS, au-dessus de 30%, c'est un Lyell, et entre les deux, entre 10 et 30%, on parle de syndrome de chevauchement SJS-Lyell. Qu'est-ce qui doit faire tilt ? D'abord, le délai, typiquement entre 7 et 21 jours après le début du traitement. Ensuite, et c'est un signe majeur, l'atteinte des muqueuses. Des érosions très douloureuses dans la bouche, sur les yeux, au niveau génital, c'est quasi constant. Sur la peau, on voit des bulles, des décollements, la peau part en lambeaux. Et puis il y a le fameux signe de Nikolsky. Si on frotte doucement la peau en apparence saine, elle se décolle. C'est un signe de gravité extrême. Il y a aussi souvent des atteintes viscérales. Le pronostic vital est clairement engagé, il faut réagir immédiatement. Deuxième grande urgence à connaître sur le bout des doigts, le DRESS. L'acronyme veut dire Drug Reaction with Eosinophilia and Systemic Symptoms. C'est une autre entité tout aussi grave. Alors, comment on reconnaît un DRESS ? Il y a une triade clinique à avoir en tête. Primo, une éruption cutanée, souvent une érythrodermie, avec un truc très évocateur, un œdème infiltré du visage. Secondo, des signes généraux importants, une fièvre élevée, des ganglions partout, des adénopathies diffuses. Et tertiaire, le plus grave, une atteinte viscérale. Le foie, le rein, le cœur, les poumons, c'est ça qui fait le pronostic. Côté biologie, le signe cardinal, c'est l'hyperéosinophilie massive à la prise de sang. On peut aussi avoir un syndrome mononucléosique. Un point super important sur le DRESS, c'est sa physiopathologie particulière. Ce n'est pas juste une allergie aux médicaments. On sait maintenant que c'est souvent associé à la réactivation de virus du groupe herpès, comme HHV6, HHV7, EBV ou CMV.
C'est une espèce de triangle infernal entre le médicament, le système immunitaire et le virus. C'est vraiment une entité à part. Il y a aussi des terrains qui favorisent ces toxidermies. Le plus connu, c'est l'infection par le VIH. Ça augmente de façon majeure le risque de faire une toxidermie, y compris les formes graves. Une autre situation classique, c'est une infection virale intercurrente. L'exemple typique qu'on apprend tous, c'est le patient qui a une mononucléose infectieuse, on lui donne de l'ampicilline et boum, il fait un rash dans quasi 100% des cas. Et de manière générale, tout état d'immunosuppression est un facteur de risque. Ok, après les grandes urgences, on passe à quelque chose de beaucoup plus fréquent, l'urticaire et l'angiodème d'origine médicamenteuse. L'urticaire, tout le monde connaît. Ce sont ces papules roses qui grattent énormément, qui sont mobiles et fugaces. Elles apparaissent, disparaissent et réapparaissent ailleurs. Quand c'est dû à un médicament, ça survient de quelques minutes à quelques heures après la prise. Mais attention, point très important, la grande majorité des urticaires aigus ne sont pas médicamenteuses. On estime que c'est moins de 10%. Donc, faut rester prudent avant d'accuser un médicament. Et là, on retrouve notre fameuse dichotomie. Une urticaire peut être soit une vraie allergie, une hypersensibilité IG médiée, par exemple aux pénicillines. Dans ce cas, il y a eu une sensibilisation préalable et la réintroduction du médicament est formellement et définitivement contre-indiquée. C'est un risque d'anaphylaxie. Soit, et c'est aussi fréquent, c'est une réaction pharmacologique. Le médicament provoque directement la libération d'histamine par les mastocytes sans passer par les IG. C'est le cas des AN, de l'aspirine, de la codéine. Là, la réaction est plus inconstante, souvent dose-dépendante, et ça ne constitue pas une contre-indication absolue. Le vrai drapeau rouge, c'est quand l'urticaire n'est pas isolée. Si elle s'associe à un œdème plus profond, notamment au niveau du visage ou du larynx, c'est l'angiodème, ou à des signes systémiques, on bascule dans l'anaphylaxie. Quels sont ces signes ? Respiratoires, la voix qui change, du mal à respirer, un bronchospasme. Cardiovasculaire, le cœur qui s'accélère ou ralentit, une chute de tension. Ou même digestif, nausées, vomissements. La présence d'un seul de ces signes avec l'urticaire, c'est une anaphylaxie et c'est une urgence absolue. Voilà pour les urgences et l'urticaire. Mais le champ des toxidermies est bien plus vaste. En fait, un médicament peut potentiellement imiter presque n'importe quelle maladie de peau. Cette liste donne une idée de la diversité des tableaux cliniques. On a évidemment l'exanthème maculopapuleux, le plus courant, mais il y a des choses plus spécifiques. La PAG, pustulose exanthématique aiguë généralisée, c'est un tableau brutal avec fièvre et une éruption faite de milliers de petites pustules. L'érythème pigmenté fixe est aussi très typique, c'est une ou plusieurs plaques rondes qui réapparaissent toujours au même endroit, à chaque prise du médicament. Et puis, on peut avoir des réactions qui miment un psoriasis, de l'acné, un pemphigus, un lupus, vraiment le spectre est très large. Un cas particulier intéressant, la photosensibilité. Quand une éruption apparaît sur les zones exposées au soleil, là encore, il faut avoir un réflexe dichotomique. Est-ce une phototoxicité ? C'est le plus fréquent, c'est dose dépendant. Le médicament absorbe les UV et devient toxique pour la peau. Cliniquement, ça ressemble à un coup de soleil complètement démesuré. Ou bien est-ce une photoallergie ? C'est plus rare, là les UV transforment le médicament en allergène. Ce n'est pas dose dépendant et cliniquement, ça ressemble plutôt à de l'eczéma qui peut même déborder sur les zones non exposées. Très bien, on a vu les différentes formes cliniques. Mais la question la plus difficile en pratique, c'est souvent quel est le médicament responsable ? C'est là qu'intervient la démarche d'imputabilité. C'est une vraie enquête. Cette enquête, on l'appelle l'imputabilité intrinsèque, c'est-à-dire basée sur les éléments du dossier du patient. Il y a plusieurs étapes logiques. D'abord, la chronologie. Le délai entre l'introduction du médicament et l'éruption est-il compatible ? On a vu que pour un SJS, c'est 7 à 21 jours. C'est le critère le plus fort. Ensuite, la sémiologie. Est-ce que le type d'éruption est connu pour être causé par ce médicament ? Puis, on cherche des facteurs favorisants, comme une infection virale. On doit aussi, bien sûr, éliminer les autres causes possibles, notamment infectieuses. Et enfin, bien plus tard, à distance de l'épisode aigu, on pourra discuter de tests allergologiques pour confirmer. Et à côté de cette enquête clinique, il y a l'imputabilité extrinsèque. C'est plus simple. Il s'agit de vérifier dans la littérature médicale, dans les bases de données de pharmacovigilance, si le médicament est déjà connu pour donner ce genre de réaction. C'est sa notoriété. Un bon clinicien combine toujours les deux approches. Allez, on arrive à la fin. On récapitule tout ça avec les points essentiels, le résumé par cœur pour les EDN. Alors, qu'est-ce qu'il faut absolument retenir ? 1. La définition. Effet cutané, médicament systémique, dose thérapeutique. 2. Les urgences. Savoir reconnaître un SGSLCL avec son signe de Nikolsky et ses érosions muqueuses, et un DRESS avec son œdème du visage, son hyperéosinophilie et son atteinte viscérale. 3. Pour l'urticaire, faire la différence entre l'IgE médié, qui est une contre-indication absolue, et la pharmacologique. 4. Maîtriser la démarche d'imputabilité sur tous les critères de chronologie et de sémiologie. 5. Penser au contexte à haut risque.
VIH, infection virale, et enfin le réflexe pratique, arrêter le suspect et déclarer à la pharmacovigilance si c'est grave ou inattendu. Avec ça, on a les bases solides. Et on termine avec une petite question pour faire travailler les méninges. Imaginez un patient qui développe une éruption alors qu'il vient de commencer 3 nouveaux médicaments en même temps. Comment est-ce qu'on applique concrètement les principes de l'imputabilité pour s'en sortir? Comment on priorise? Quelles sont les actions immédiates et la gestion à plus long terme? C'est ce type de réflexion clinique qui fait toute la différence. Je vous laisse y penser.